Bonjour à tous, je m'appelle Madeleine Chéline King, je dirige une entreprise qui s'appelle Majorine. Je suis de nature assez curieuse et en plus dans le cadre de mon activité, je rencontre régulièrement des personnes qui sont super intéressantes et avec qui je discute business. Égoïstement, cela me permet de nourrir ma réflexion sur ma propre entreprise, d'apprendre de bonnes pratiques, de rencontrer des gens sympas aussi. Et je me suis dit que ça pouvait intéresser beaucoup plus de personnes, que ces parcours-là méritaient d'être connus, d'être valorisés, qu'ils pouvaient inspirer. Et puis j'espère aussi que ça contribuera à lever le voile peut-être un peu sur les coulisses de la vie économique. Pour cette première rencontre, j'ai eu la chance d'échanger avec une figure incontournable de la scène culinaire. C'est une femme, elle est très connue et elle a bien voulu m'accorder de son temps, du coup je la remercie. Je vous laisse découvrir tout ça. Tati Marise, bonjour. Bonjour, merci d'avoir eu l'idée de me donner la parole pour parler un peu d'entreprise, c'est cool ça. C'est avec plaisir. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? J'imagine que tu as peut-être un nom et un prénom. Oui, quand même. Oui, Nathalie Gabriel Frédéric. J'ai trois prénoms, tu vois. D'accord. Est-ce que tu peux présenter ton activité? Tout le monde connaît le blog, mais aujourd'hui c'est un peu plus que ça. Est-ce que tu peux nous présenter ça? Oui, c'est vrai qu'on a démarré, quand on a démarré en 2011, on a démarré avec le site internet tatimaris.com. Et puis, de fil en aiguille, les opportunités aidant, le marché aidant, on a développé aujourd'hui une deuxième partie de notre activité qui est plus tournée sur la communication culinaire. Donc, on accompagne les marques nationales ou locales à mieux communiquer sur leurs produits. On leur offre également les moyens de diffuser leur message. Ok. D'où vient le nom Tati Marie? C'est une personne qui existe. D'accord. Déjà. Quelqu'un de ma famille. Et puis, on va dire que initialement, c'est vrai que quand on a pensé à ce nom-là, alors je salue mon beau-frère parce que c'est quand même lui qui est vachement à l'origine de ce nom. Quand il me l'a proposé au début, ça me semblait étrange par rapport à tout ce qu'il trouve. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui les gens le trouvent étrange que je le porte. D'accord. C'est-à-dire, la vraie Tati Marie, elle est plus âgée en D'accord. effet. Donc si tu veux, c'est dans ce sens-là que ça me paraissait un peu étrange, mais finalement, je l'ai adopté et je ne suis pas mécontent parce que je trouve que ça me correspond aussi bien qu'à elle. Et donc pour la petite histoire, c'est une vraie tante qui existe et qui m'a enseigné beaucoup étant plus jeune. Du coup, toi, tu as une formation en cuisine ou pas du tout? Comment tu es tombée dans ce bain-là? Je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est déjà l'opportunité qui t'amène là où tu es. J'ai une formation initiale, c'est vrai, quand même orientée sur l'agroalimentaire. D'accord. Puisque toutes mes études jusqu'au master étaient sur les techniques agroalimentaires. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup, notamment pour la conception de recettes, parce que c'est vrai que la conception de recettes, c'est quand même de la chimie. Il faut comprendre qu'est-ce qui peut aller ensemble et comment fonctionnent les processus pour arriver à consommer une recette. C'est pas juste au petit bonheur la chance? Non, c'est pas juste au petit bonheur la chance. Donc du coup, ça quand même, ça aide beaucoup. Mais après, si tu veux, pour en être arrivé aujourd'hui à de la communication culinaire, il y a déjà, je pense, une bonne partie de mon tempérament et puis il y a l'équipe qui est venue apporter les compétences que je n'avais pas. Mais justement, parlant d'équipe, on connaît Tati Marie, on imagine une seule personne au fourneau qui fait tout. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors déjà, c'est vrai que de plus en plus, méfiance, de plus en plus, le lectorat et puis nos clients également comprennent qu'ils sont face à une équipe. Quand j'ai commencé, c'est vrai que, on va dire que la marque Tati Marie peut laisser penser qu'il n'y a qu'une seule personne. Mais après, c'est comme toute marque, si tu veux, il y a un peu un visage de la marque et puis il y a toute l'équipe qui fait tourner la société. Donc c'est vrai que je suis le visage qui représente la marque, mais derrière ça, au sein de l'atelier, on est 5 au total. D'accord. Et autour de nous gravitent alors, des personnes qui quasiment sont intégrées à l'équipe, on va dire qu'elles ne le sont pas en tant que salariées, mais elles travaillent quasiment uniquement pour nous. Donc on a une commerciale en freelance notamment pour l'instant et on en recherche une deuxième d'ailleurs. Petite offre d'emploi. Voilà, petite offre d'emploi au passage. Et puis on a toutes les équipes qui nous aident dans l'ombre sur la partie internet, aussi bien développeurs, infographistes. Donc ça fait quand même les personnes qui administrent le réseau, parce qu'il faut évidemment garantir un site accessible tout le temps. Donc si tu veux, il y a quand même, au fur et à mesure, on s'est entouré de... Mais quand tu as commencé en 2011, tu étais toute seule à tout faire ou pas du tout? J'ai été au début toute seule. Alors c'est vrai qu'en même temps, je n'étais pas professionnelle. J'ai démarré en tant qu'amateur, donc le monde du blogging est accessible à tout le monde aujourd'hui. Les plateformes sont gratuites. Il ne faut même pas être dans le domaine pour comprendre comment ça fonctionne. C'est très intuitif. Donc je me suis lancée au départ toute seule. Ensuite, rapidement, mon compagnon a rejoint l'aventure bien malgré lui, parce que c'est
c'est prenant, hein, tu sais. Au début, tu te dis, tu le fais un peu sur ton temps libre. Du temps libre, ça devient le temps libre et le soir. Après, ça devient le soir, le midi, en même temps que ton boulot principal. Et puis finalement, tu fais le choix, ce qui a été mon cas, de faire le choix d'en faire mon activité principale et de démissionner de mon activité qui devenait secondaire. Voilà, finalement, Ça s'est renversé. Oui, tout s'inverse. Donc, on a été deux pendant un petit moment et les premiers recrutements ont démarré en 2016. Donc 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. Et puis aujourd'hui, on est à peu près sur un recrutement par année, quoi. Sauf erreur de ma part, vous avez commencé d'abord avec le blog, ensuite il y a eu les livres de recettes, je crois. Alors. Et puis ensuite les ateliers. Est-ce que finalement tu as trouvé ce qui fonctionnait un peu par étapes, à tâtons? Je pense que déjà, si tu veux, l'évolution de l'entreprise, en tout cas au démarrage, répond beaucoup à ma personnalité. C'est-à-dire que moi, je sens le truc, je fonctionnais beaucoup à l'intuition des départ. J'ai toujours cette part d'intuition, hein, mais aujourd'hui, c'est quand même un peu plus structuré. Donc, au départ, je fonctionnais beaucoup à l'intuition. Le lectorat aussi me remontait des besoins qu'ils avaient, donc c'était à nous d'analyser, de voir est-ce que c'est réalisable, etc. Donc, on a d'abord lancé les livres de recettes. Ça a pris. Avec ce qu'on a dégagé, on a lancé les ateliers. D'accord. Ça a pris. Et puis on a continué comme ça beaucoup sur l'autofinancement en fait. Et c'est vrai que jusque-là, on est une société qui s'autofinance. Je me souviens que tu avais fait une vidéo pour parler, je crois, des subventions, des aides publiques. Ça avait fait grand bruit. Aujourd'hui, tu es autofinancé. Est-ce que c'est parce que tu t'es dit, bon, c'est pas la peine de demander des aides publiques et puis voilà, ou est-ce que c'est un choix? Non, pas du tout. On va dire que si tu veux, déjà, il faut pas arrêter de les demander. D'accord. C'est quelque chose auquel on doit tous les entrepreneurs. Il ne faut pas arrêter de les demander, simplement il faut s'organiser différemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et d'ailleurs même au moment de mon coup de gueule, on n'était pas aux abois. Simplement, on mettait en évidence un fonctionnement qui, le mot aide, on l'avait peut-être mal compris à l'époque, parce qu'il arrive un moment où finalement, on a déjà fait ça. Oui. Il faut pouvoir préfinancer. Il faut pouvoir préfinancer. Et aujourd'hui, si tu veux, on continue à solliciter les aides auxquelles nous avons droit. Elles arrivent 2-3 ans après. Au moment où on n'en a plus besoin, mais on va dire que ça permet de financer d'autres choses. Voilà. Finalement, c'est pas plus mal, quoi. Oui, après, il faut quand même passer ce cap-là au départ de l'intégrer comme... c'est la cerise sur le gâteau, finalement. Voilà. C'est parce qu'il va permettre à une boîte de se développer. Exactement. Clairement. Et tu avais des connaissances économiques quand tu t'es lancé pour trouver ton modèle, pour fixer tes tarifs, ou comment ça s'est passé? Non, l'intuition, toujours. C'est le grand mot de Tati Paris, l'intuition. Non, on va dire que je suis pas tellement de ceux qui apprennent beaucoup dans les livres. D'accord. Moi, j'apprends beaucoup de la vie. Et c'est vrai que, encore une fois, j'ai d'abord expérimenté sur des copines, comme on fait souvent pour lancer finalement un projet. On teste d'abord sur son entourage. J'ai testé, je me rappellerai toujours, on a testé d'abord les ateliers à Paris. D'accord. À Paris, ça nous a permis déjà de voir un peu... Mais c'est parce que tu étais basée à Paris, excuse-moi? Parce que j'étais basée à Paris et surtout on se demandait encore est-ce que ça pourrait devenir un produit. D'accord. Donc on s'est lancé à Paris, là ça m'a permis je me rappelle mon premier atelier, c'est comme si j'avais fait un marathon, j'avais juste deux élèves. J'avais l'impression d'avoir fait une course de fond. Je me suis dit, waouh, ça va être violent. Du coup, tu avais loué un local et tout? Alors, au début, on a commencé en effet en louant un tout petit espace. Et on avait, je me rappelle, je crois que j'avais 2 ou 3 élèves. En plus, j'étais super contente. C'était mes premiers clients, quoi. Mes premières clientes. D'ailleurs, elles doivent s'en souvenir. Et de là, ça m'a permis déjà de voir qu'est-ce que les gens ils attendaient et surtout à quel tarif. Après, je l'ai testé en Martinique. Où là, c'était complètement nouveau. Alors là, je parlais à l'atelier, ça parlait à personne. D'accord. On voyait bien l'idée de manger, mais pas l'idée de faire. Donc, j'ai testé sur des copines qui m'ont aussi annoncé des tarifs. Et là, je me suis dit, bon, à un moment, ce tarif était très éloigné, évidemment, de ce que j'avais imaginé, même pour que ce soit viable. C'était plus bas? Ah oui, clairement. Mais finalement, j'ai compris que, si tu veux, c'est difficile pour un public d'établir de mettre un prix sur quelque chose de nouveau. Forcément. Donc, c'est à toi de mettre tous les outils qui vont derrière pour, après, que le prix, que le client perçoive la valeur de ton produit pour que ce soit en accord avec le prix que tu fixes. Et là-dessus, si tu veux, les études de marché existaient déjà parce que c'est pas un produit nouveau en France. Et du coup, on avait quand même déjà une idée d'un coût par rapport à un volume de recettes et un temps horaire. Et on s'est calé quasiment. Alors, on n'est quand même pas sous les prix pratiqués en France, qui sont beaucoup plus élevés.
mais on s'est mis sur un tarif qui est tout à fait raisonnable et qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Et du coup, d'abord l'intuition, et puis ensuite tu as mis un peu le côté mathématique, calcul derrière ça. Oui, évidemment, l'intuition, si tu veux, c'est le démarrage, c'est pour se dire avoir l'idée folle et aller au bout. C'est ça l'intuition, c'est de se dire, même si elle me paraît folle, j'explore quand même la possibilité que ce soit viable. Et après, quand tu as eu ton idée folle, il faut quand même te poser et voir, attends, s'il fallait que je fasse 1000 ateliers par année pour être rentré dans mes fonds, c'est quel problème. Et ça fait à 365 voilà. Donc, c'est plus dans ce sens-là qu'à ce moment-là, les mathématiques entrent en jeu. Ok. Aujourd'hui, vous faites combien d'ateliers par an ou une recette alors, franchement, d'ailleurs, c'est vrai que c'est des données que je n'ai pas forcément en termes de valeur réelle. Je vais te dire qu'on est à peu près aujourd'hui sur 3-4 ateliers par semaine. D'accord. Donc ça fait beaucoup de temps passé. Beaucoup de temps. Alors en Martinique, parce que quand on va à Paris, on en fait beaucoup plus. Donc, et puis, je te parlais des ateliers grand public. Il y a toutes les animations après que l'on fait pour les entreprises et autres qui viennent se rajouter. Okay. Donc aujourd'hui, c'est vrai que notre activité tourne beaucoup autour des ateliers, d'où aussi la nécessité d'augmenter l'équipe. Voilà. Sur une plage horaire très étendue en plus, parce qu'on fait des ateliers aussi bien en journée que le soir, et aussi bien la semaine que le week-end, et toute l'année, sans fermeture. Donc tu comprends bien que ça fait beaucoup Même les dimanches et jours fériés? Alors les dimanches, ça nous est déjà arrivé sur des demandes très particulières. Les jours fériés, oui, clairement. Donc si tu veux, on a aujourd'hui un très gros rythme d'atelier. On a commencé au départ en 2014, on était sur un atelier tous les 15 jours. Aujourd'hui, oui, on est à 3-4 sur une semaine normale par semaine. Combien de temps ça te prend pour préparer un atelier? Parce que j'imagine que, évidemment, le public, les participants viennent, ils préparent, ils mangent. Mais toi, il y a peut-être des courses à faire en amont, il y a la préparation de la recette, des choses comme ça? Oui, mais après, comme je te dis, notre rythme a tellement évolué que notre organisation est différente. Aujourd'hui, on arrive quand même à optimiser l'organisation des ateliers. On va dire que l'atelier aujourd'hui, c'est ce qui vraiment occupe notre esprit, c'est la pleine présence qu'on a avec les participants. Parce qu'il faut qu'on soit concentré, qu'on leur permette de passer un bon moment. Et du coup, le temps avant, en général, tu comptes à peu près une petite heure de mise en place. Alors, la mise en place, c'est quoi? C'est préparer le petit pot d'accueil, mettre en place, ranger un peu la vaisselle. En fait, tu vois, ce genre de petites choses pour que l'espace soit agréable. Et puis tu comptes à peu près une petite heure derrière pour le rangement, les remerciements et tout ça. Aujourd'hui, on est dans ton atelier. En quelle année tu as commencé à travailler dans cet atelier-là? Alors, on a pris possession des lieux en 2016. D'accord. Quand on est arrivé en Martinique en 2014, on fonctionnait exclusivement avec notre installation mobile, qui existe toujours. Du coup, on a la possibilité d'être aussi bien sur le terrain que in situ ici. Depuis 2016, on a eu la chance de trouver en effet cet espace qui est proche de tout et en même temps on est à la campagne. C'est vrai que c'est une vraie valeur ajoutée en tout cas pour Tati Maryse. Et puis c'est un espace aussi qui est propice à la créativité parce que nos équipes doivent être créatives. Pour le coup, oui, c'est le nerf de la guerre. C'est vrai. C'est l'une des qualités que tu recherches dans ton équipe. Indispensable. Alors si tu veux, dans notre équipe, on ne recherche pas forcément des profils de personnes qui ont fait un parcours d'études, mais on recherche beaucoup des personnalités. Donc il faut être curieux, il faut avoir l'esprit vif. On est très sur le management horizontal, donc où tout le monde justement apporte sa pierre à l'édifice. Nous, on a des collaborateurs, on n'a pas des salariés, quoi. D'ailleurs, à ce sujet, toi, tu te sens entrepreneur, chef d'entreprise, aujourd'hui manager, puisque tu as une équipe start-upeuse, comment tu te positionnes? Alors, on va dire que c'est une question que j'ai abordée avec mon associé, parce que Joanne, que tu as vu passer, est le numéro 2, quand même, ex aequo. En tout cas, t'imagines bien. Oui, pas une décision de ce point si on n'est pas d'accord tous les deux. On va dire qu'on a réfléchi à cette question, et moi, ce que j'en ai ressenti, c'est qu'aujourd'hui, je suis encore entrepreneur et je suis une jeune pousse de chef d'entreprise. D'accord. Parce que devenir chef d'entreprise, c'est déjà ça s'apprend au quotidien, dans le sens où, si tu veux, quand on arrive à vraiment un fonctionnement où la gestion va devenir le plus important avant l'opérationnel, là je serais devenue vraiment chef d'entreprise. Donc pour toi, il y a quand même une différence entre les deux termes. Clairement. C'est-à-dire que même si c'est très important de suivre ses comptes, etc., on commence nous à toucher le doigt, tu vois, de certaines pistes d'optimisation, de choses comme ça.
et de développement un peu plus poussé. Donc tu commences là à sortir un peu plus de l'opérationnel, tu as constitué ton équipe, donc tu peux à ce moment-là sortir la tête du guidon. Aujourd'hui, et profondément, je suis entrepreneur parce que des projets, bon, il y a Tati Maryse, mais j'en ai d'autres. Donc c'est déjà ça, j'ai la fibre entrepreneuriale. Et puis chef d'entreprise, chaque jour je grandis pour le devenir. J'imagine. Du coup, mais la fibre entrepreneuriale, est-ce qu'il y avait des exemples dans ta famille ou des choses comme ça? Est-ce que c'est un matin tu t'es dit, il faut que je lâche tout? Et comment ça s'est passé ce process-là? Je pense que dans ma famille, déjà, il y a des personnes très libres dans leur tête. Et pour moi, c'est déjà le point de départ, en fait. C'est de ne pas avoir de peur. Et ils ne m'ont jamais transmis de peur non plus dans ma famille. Donc je pense que j'avais déjà un terrain assez fertile pour l'être. En termes de, bon, ben, j'ai envie d'expérimenter telle chose, vas-y, vis. Tu sens que tu as un potentiel par là, lance-toi. Donc j'avais déjà ce potentiel-là. J'ai toujours été encouragée par mon entourage, donc ça aide. Alors même s'ils ne m'encourageaient pas ouvertement, mais ils ne m'ont jamais freiné. Donc moi je prends ça pour de l'encouragement. Voilà. Et puis très soutenu, et jusqu'à aujourd'hui, si tu veux, on a mon principal mentor, il est dans ma famille. C'est-à-dire que j'ai un coach mental de rêve. Et avec lui, impossible de renoncer, de ne pas aller de l'avant. Donc je n'ai que ça à faire, c'est aller devant. Est-ce que tu as des moments quand même où tu sens que tu as tout envie de lâcher, où tu te dis non, c'est pas la peine, ou finalement ça a été toujours vers le haut? En fait, le jour où vraiment j'ai envie de tout plaquer, je vais arrêter. C'est vrai? Réellement, de tout plaquer. Parce que si tu veux, je ne mets pas dans le tas les petites baisses de régime liées à la fatigue ou liées à des journées un peu difficiles. Je ne mets pas ça, pour moi ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat, donc de l'entrepreneur. Donc je ne mets pas ça comme des éléments qui peuvent influer dans ma décision de continuer ou d'arrêter. Par contre, le jour où vraiment j'arriverai à un point où je me dirais je n'ai plus rien à en sortir, plus rien à apporter, bon à ce moment-là, tu vas tourner oui, je tourne la page et je passe à autre chose. Est-ce que, du coup, tu as commencé à Paris, tu es revenu en Martinique. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que finalement la Martinique, c'est un terrain qui est plutôt propice à l'entrepreneuriat? Alors réellement, je pense que je suis contente que ça se soit passé dans ce sens-là, parce que j'étais dans un sens où je me suis posé aucune question. D'accord. On va dire que je n'étais pas influencée par ce qui aujourd'hui pourrait polluer ma décision. Si j'avais le niveau de connaissance aujourd'hui du terrain entrepreneurial si j'avais à l'époque les informations que j'ai pu glaner au fur et à mesure, je pense que ça aurait pu faire naître dans mon esprit des freins. Et ça aurait été dommage parce que finalement, alors si j'avais les données et si même tu sais, c'est l'environnement aussi qui des fois peut te faire croire que ton projet va jamais marcher. Donc si j'avais toutes ces infos que j'ai eues dans mon parcours en Martinique, je me serais peut-être dit, tu aurais hésité je vais rester salariée. Non, peut-être. Non, mais en même temps, non, je suis pas faite pour être salariée. Donc, je pense que ma décision était, en tout cas, j'aurais moins fonctionné sur l'intuition, j'aurais plus réfléchi. Okay. Maintenant, je ne regrette pas du tout, parce que je pense qu'ici, si tu veux, le potentiel est là. D'ailleurs, on voit bien, il y a des entreprises qui se créent, qui réussissent. Moi, je regarde toujours le verre vide, pas, le verre plein, pas le côté vide. Il y a ceux qui échouent, mais en tout cas, il y en a qui arrivent à lancer des activités et réussir. Donc, je me dis, c'est qu'il y a un terrain, quoi qu'il en soit, favorable. Au-delà d'entrepreneurs aussi motivés, il faut quand même qu'on ait le terrain favorable. Maintenant, je pense que il y a quand même des choses qui nous aideraient à aller plus vite. Du genre? Ben moi je vois, nous qui essayons de constituer une équipe, si tu veux, je le constate beaucoup, c'est qu'on récupère, soit déjà on a une pénurie de candidats. C'est bizarre d'avoir une pénurie de candidats avec la marque avec que tu as. Non, avec la marque que tu as surtout. Oui, mais si tu veux, on est sur un secteur d'innovation, on n'est pas traiteur. Et dès lors que tu sors des métiers qui ne sont pas traditionnels, tu as plus de difficultés quand même à trouver des profils qui puissent avoir l'ouverture d'esprit c'est même pas une ouverture d'esprit qu'il faut, mais si tu veux, il faut être assez libre dans sa tête. D'accord. Pour imaginer un métier qui n'existe pas. Et nous, on conçoit un métier qui n'existe pas, on le crée tous les jours. Donc si tu veux trouver les compétences, c'est pas nous aujourd'hui, c'est ce qui, pour moi, est le plus difficile. D'accord, j'aurais pas pensé pour Ah si, moi je sais qu'il y a une compétence que je cherche. Laquelle? C'est traffic manager. D'accord. C'est pas facile. Ok. Ouais, et je me suis déjà rapprochée de personnes qui en ont cherché, ils n'ont pas trouvé. D'accord, parce que ce sont des métiers peut-être très nouveaux, où ici il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le digital qui justifieraient peut-être de se lancer dans ce genre de formation.
Donc il faut compter sur une personne peut-être d'ailleurs qui souhaiterait reviendrait ou qui s'installerait ici. Ça limite quand même un peu le potentiel. Dans un pays qui pourtant, j'ai cru comprendre qu'il y a quand même je crois comprendre qu'il y a des personnes qui cherchent. Il paraît. Il me semble. Donc, ok, le recrutement, c'est le recrutement, je trouve. Et puis, tout à l'heure là, tu me demandais est-ce que, voilà, entrepreneur, chef d'entreprise, start-upper, je pense que ce qui manque aussi pour moi, et c'est en ça que je salue ton émission, c'est deux choses. Déjà, vraiment, moi, j'allais dire, avant même de parler de business angel, de personnes qui puissent investir en toi, de quoi en toi, j'allais dire de mentor. D'accord. Et ça, donc de personnes vers lesquelles tu peux te tourner quand tu as une question pour t'encourager. Alors, ça aurait été même pas quand j'ai une question, des personnes avec qui je puisse échanger, parce que j'ai pas toujours des questions, mais des personnes qui ont déjà l'expérience pour éviter soit que je reproduise des erreurs, soit pour me guider à des moments en me disant mais attends, tu as pensé à tes trucs, mais est-ce que tu as pensé aussi à ça, etc. D'accord, donc plus du retour d'expérience finalement. Du retour. Ok, pour partager le quotidien, les difficultés. C'est ça. Okay. Parce que si tu veux, dans ton parcours d'entreprise, tu auras toujours la vie d'une entreprise et d'un entrepreneur, tu apprends au fur et à mesure, c'est comme quand on grandit. Ah, clairement. Et c'est vrai que je trouve qu'à chaque stade, des fois, tu te dis, tiens, si tu avais échangé, peut-être que tu as déjà fait des erreurs, et que tu n'en sais rien. Et je me rappellerai toujours quand on a démarré, c'est vrai qu'on a démarré nous tout de suite encadré d'un expert comptable et d'un avocat. Donc tu as fait appel à des compétences extérieures. Tout de suite. D'ailleurs, je le recommande à toute personne qui se lance. Il ne faut pas le voir comme un coût, il faut le voir comme un réel investissement utile. Je me rappelle que mon avocat, la première chose qu'il m'a dite, pas mon avocat, mais notre expert comptable, il nous a dit très bien, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. À partir d'aujourd'hui, sachez que tout le monde, y compris l'État, sera contre vous. Ah, il est sympa votre comptable. Au moins, il n'a pas édulcoré la réalité parce que c'est vrai. Et si tu veux, moi, j'ai pas envie de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat en étant complètement naïve. Non. Il faut quand même être conscient de l'environnement. Lucide finalement de l'environnement dans lequel on est. Et je pense que cette part de lucidité, c'est toujours intéressant d'avoir des personnes un peu plus aguerries que nous, qui pourraient nous dire, tiens, alors même si elle n'est pas dans le même secteur d'activité, mais l'entreprise reste l'entreprise avec des clients, des fournisseurs, enfin, c'est les mêmes mécaniques. Et c'est vrai que ces mécaniques-là, ces mécanismes, je trouve que, tu vois, ici, on n'a pas... Alors, je ne veux pas dire qu'on n'a pas, parce qu'on va me dire, mais rapproche-toi des associations. Forcément qui existent, etc. Voilà, mais on va dire que j'ai déjà été un peu frottée, ça ne m'a pas donné envie d'y aller. Peut-être parce que ça ne répond pas, moi, à mes besoins personnels. Ok, voilà, je comprends. Est-ce que parfois, il y a des entrepreneurs qui viennent te solliciter, et si oui, quel conseil tu leur donnes ou tu leur donnerais? Non, ils ne viennent pas me solliciter. C'est vrai? Non. Dommage pour eux, alors. Je pense que si tu veux, déjà... je ne sais pas si tout le monde a conscience que Tati-Marie, c'est une entreprise. Voilà. En fait, je pense que peut-être que beaucoup de personnes se disent c'est le bloc de recettes, mais sans imaginer que derrière, il y a un modèle économique, il y a un chiffre d'affaires, il y a des revenus qui se créent, il y a d'autres produits autour de ça. C'est ce que je trouvais intéressant aussi quand j'étais sollicitée. C'est-à-dire qu'on est passé d'un média qui existe toujours avec des recettes, etc., à pas mal de produits derrière. Et c'est cette évolution-là que je trouve intéressante de réussir à transformer ça finalement. C'est pas que le contenu. Exactement. C'est pas que le contenu. Et même, tu as parlé, on est passé d'un média, au début, ça n'en était pas un. On l'a transformé en média au fur et à mesure. Au début, si tu veux, moi j'appelle ça un site de recettes. C'était mon recueil virtuel de recettes. C'est ton petit journal de bord. Dématérialisé. Voilà. En quoi c'est devenu un média? Ça devient un média quand déjà tu développes une audience. Et quand cette audience aussi, tu sais l'utiliser. C'est là que ça devient un média. Et nous, ça aussi, ça fait partie du virage qu'on a su prendre on va dire réellement à partir de 2016. Alors c'est vrai qu'avec c'est des ajustements déjà d'ergonomie, mais également dans l'équipe, en définissant aussi différentes compétences sur la partie magazine, sur la partie... on va dire le pôle magazine a pris vraiment plus d'ampleur avec notamment Catherine de l'équipe. D'accord. Mais du coup, le pôle magazine, mine de rien, ça sert un peu le développement commercial. Tout est lié. C'est dans notre activité. Tout est intimement lié. Le site n'est pas un élément à part. Les réseaux sociaux, c'est pas à part. Les ateliers, c'est pas à part. C'est tout qui contribue à former l'univers Tati-Marie. D'ailleurs, au sujet des ateliers, aujourd'hui, ta clientèle elle est à la fois faite de particuliers et de professionnels. Dans les particuliers, tu as des locaux, tu as des touristes, tu as de tout, j'imagine. Oui, voilà, c'est exactement ça. On a une clientèle qui est très variée. On a des enfants, des adultes, on a des locaux, des touristes, et puis comme tu disais, on a des particuliers, des entreprises. Si tu avais un conseil à donner pour clôturer ce sujet, tu dirais quoi?
Un conseil d'entrepreneur? Forcément. À quelqu'un qui veut se lancer? Un conseil de cuisine aussi, ça m'intéresse, tu vois. Des conseils de cuisine, il y en a plein sur le blog. Non, un conseil d'entrepreneur réellement, moi, comme je te l'ai dit au départ, déjà, je pense qu'il faut libérer son esprit. Je pense qu'il faut garder cette toute petite part d'intuition qui, même quand on est aguerri dans les affaires, à mon avis, il faut toujours garder cette petite part d'intuition. Et après, c'est de bien s'entourer. Alors, s'entourer aussi bien comme je te disais, des compétences extérieures indispensables pour la gestion de l'entreprise. Donc, la partie juridique, comptable et autres. Et puis, de ne pas hésiter, tu sais, ça je l'ai vu dans mon activité, ne pas hésiter à prendre ce qui nous paraît au départ comme des risques, te permet de grandir, en fait. Rester dans sa zone de confort fait que tu ne développeras pas ta société. Il faut des fois se dire, bon, je sens quand même que là, on commence à être ric-rac niveau personnel, embauchons. Même si on se dit, là, pour que ça passe là, il va falloir... Tu fais des petits arrangements avec ton banquier, avec ton comptable? Il faut voir est-ce que c'est possible parce que toute personne nouvelle qu'on intègre dans l'entreprise, normalement, c'est pour apporter davantage de valeur. Et donc, après il faut pas que ça prenne 10 ans. On ne peut pas se le permettre aujourd'hui. Mais il ne faut pas hésiter à prendre ce risque-là par moment et se lancer, quoi. Top. Merci beaucoup, Tati Marie. Avec plaisir.